Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de Elon Musk qui claque 60 milliards pour racheter Cursor. Sauf qu'à y regarder de plus près, xAI est en train de couler. Tous les cofondateurs sont partis. Musk admet publiquement être à la traîne. Bref, ça sent le sauve qui peut à plein nez. Coup de génie ou pari désespéré. On va analyser tout ça dans cet épisode. Lundi prochain s'ouvre aussi le procès du siècle. Musk encore. Mais cette fois contre Altman. Ça se passera à Auckland. 134 milliards de dommages réclamés. Un casting de fous. Altman, Sutskever, Nadella et même la mère de 4 des enfants de Musk à la barre. Mais qu'est-ce que cherche vraiment Musk? La justice ou est-ce qu'il veut simplement foutre la merde chez OpenAI? Et puis Tim Cook fait ses cartons après 15 ans à la tête d'Apple. Le bilan, la valeur multipliée par 10, mais une entreprise complètement à la ramasse sur l'intelligence artificielle. Son successeur, un ingénieur hardware. À l'heure où tout se joue sur le software, est-ce que Apple peut encore rattraper son retard? Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, en direct de San Francisco. Votre émission commence maintenant. À mes côtés pour cette émission, ça faisait longtemps, Frédéric Montagnon, qui nous retourne. Bonsoir, monsieur Montagnon. Comment allez-vous? Ben, ça va très très bien. Fanny Bouton est également là. Fanny qui nous disait que chez OVH, vous venez d'acheter votre deuxième ordinateur quantique. Alors, on vient de le mettre en ligne, c'est-à-dire qu'on donne en accès, mais on a enfin un deuxième ordinateur accessible en pay as you go à la seconde. À la seconde? Bah oui, parce que ça coûte entre 1 000 et 3 000 euros de l'heure pour l'instant, les ordinateurs quantiques. Même si ce sont des machines de R&D, ce sont des machines qui valent plusieurs millions. Et donc, ça coûte encore un peu cher. Mais par contre, ça permet vraiment de commencer à tester, de vérifier ce qui a été fait en émulation quantique, que ça tourne bien. Donc voilà. Ok. Et cet ordi, c'est un quoi cette fois? T'as dynamite, un Pentium, un Electron, un Spectron, un Vétron, un Dictron, un Moshtron. Parce que le premier, c'était un MO5, hein, c'est ça? C'était un Pascal Orion Beta avec 100 atomes neutres. Et là, on a 12 qubits photoniques, donc ce sont des photons. Vous savez pas ce que c'est, des fragmenteurs? Ah là, il y a des trucs qui me dépassent. On a aussi Martin Pavanello qui est avec nous. Merci de revenir. Tu étais déjà venu une fois dans Silicon Carnet. Yes, il y a 6 mois, je dirais à peu près 4 mois. Ouais. On avait fait une belle émission avec Grégoire Gambato. Voilà. Donc, on est content de t'avoir à nouveau parmi nous. Quelques petits messages de service. Pour les membres de l'Hacienda, la communauté de Silicon Carnet, on a un dîner gastro dans un endroit absolument incroyable, type Jefferson Dinner, qui aura lieu le 7 mai. Il reste quelques places, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je mettrai le lien dans la newsletter. Allez vérifier si vous êtes abonné, vous avez accès à la newsletter payante et vous avez le lien. Et puis, il y a le prochain festin qui sort là le 2 mai avec Clément Beaune, haut commissaire au plan, et on a parlé de souveraineté justement de la Chine. Et il me semble que Fanny Bouton était aussi parmi nous. Oui, tout à fait. Voilà, donc on te revoit samedi. C'est la semaine de Fanny Bouton dans Silicon Carnet. Allez, l'émission commence. Go yourself. Alors, SpaceX vient de signer un accord avec Cursor, la start-up qui... c'est Cursor, hein, pour ceux qui ont vécu sous une pierre depuis quelques années. C'est la start-up qui a défini un peu la catégorie du code assisté par intelligence artificielle. Et xAI et Cursor vont collaborer ensemble pour construire ce qu'ils appellent la meilleure intelligence artificielle pour le code et le travail intellectuel au monde. Alors, c'est un deal avec une structure un petit peu particulière, puisque SpaceX peut acheter Cursor d'ici fin 2026. C'est une sorte d'option d'achat, hein, Fred, c'est ça? En gros, ils ont mis une option sur Cursor pour 60 milliards de dollars, c'est ça? Ouais, c'est un peu c'est étonnant comme façon de faire, mais ces derniers temps, la Silicon Valley a été très créative sur le sujet. On a vu des boîtes être rachetées, mais en fait, c'était pas les boîtes qui étaient rachetées, c'était les actionnaires à qui on donnait une compensation, mais les boîtes restaient. Et en fait, tout ça, c'est toujours la même dynamique, c'est que racheter des boîtes aussi grosses, quand on est coté en bourse, il y a des règles normalement à respecter d'antitrust. Alors SpaceX n'est pas encore coté en bourse, mais effectivement, comme tu le dis, SpaceX s'apprête à être
Ouais, c'est imminent. C'est imminent. On attend ça d'un jour à l'autre. Et donc, c'est assez intéressant de voir d'ailleurs que ce deal se construit alors que le S1, c'est-à-dire le papier de publication auprès des marchés financiers, est sur le point d'être déposé. Donc, ou même si ça se trouve, il l'est déjà d'ailleurs déposé. Donc, 60 milliards, c'est 10 milliards de plus que leur dernière valorisation, parce qu'ils venaient d'annoncer une levée de fonds à 50 milliards de valorisation, ce qui est assez incroyable. Hein. Et alors, dans le deal, il y a un truc très très particulier, c'est que si jamais le deal ne se fait pas, SpaceX devra payer 10 milliards, une sorte de frais de rupture. Non, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que en gros la messe est dite. Hein, le deal va se faire de toute façon. Je pense que moi je l'analyse comme ça. Je sais pas toi Martin, mais ça sent le truc déjà bouclé. Hein. Je dirais en ce moment, faut quand même faire attention. Hein. Je sais pas si vous avez vu Manus. Alors c'est pour d'autres raisons, mais Manus et Meta quand même ce matin, hein, où le deal était fait. Manus a été push sur nos téléphones, et puis hop, ce matin on nous dit non. Finalement, 3-4 mois après. Attends, j'ai pas suivi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ah bah alors c'est évidemment un sujet géopolitique, hein, parce que c'est l'État chinois le gouvernement chinois qui devrait faire capoter le deal pour des raisons de souveraineté, mais avec un produit qui était déjà un peu push sur nos téléphones, plus ou moins. Hein. Nous, on a déjà eu des push Manus Meta, donc bon, pour ça je dirais, faut toujours faire attention avec eux. Et sinon, l'analyse, c'est assez intéressant, c'est de se dire, déjà, je pense que côté Cursor, c'est très malin. Parce que côté Cursor, aller rechercher une valo supérieure à celle qui était des 50 milliards, ça va pas être évident. Je pense qu'il y a un vrai sujet produit de Cursor. C'est quel est le futur de ce produit-là à côté de tous les autres, Cloud Code et Codex. Tu vois, nous, dans toutes les entreprises qu'on accompagne, soit je ne vois jamais Cursor, c'est dans la plupart des cas, c'est quand même jamais Cursor. Ou sinon, quand je vois du Cursor, je vois du multi-équipement. Mais ce multi-équipement, et on le voit d'ailleurs sur du ChatGPT, Claude et autres outils aussi, mais sur la partie code, on le voit beaucoup parce qu'on est encore sur des phases de test, mais des phases assez massives de test, avec des gens qui disent je me prends 30 licences Cursor, 30 licences Claude Code, 30 Codex. Mais à la fin des fins, je pense quand même que dans les boîtes, il en restera qu'un seul. Est-ce que ce sera vraiment Cursor? Là, je pense qu'ils savent qu'ils ont quand même un challenge qui est pas facile. Donc, côté Cursor, moi je pense très bon deal s'ils arrivent à faire ça et bien joué de leur part. Et maintenant côté XAI, un peu la fuite en avant, je pense qu'on va en parler, mais est-ce qu'ils tentent le tout pour le tout là aussi en disant côté produit, on a un peu du mal côté XAI, et donc si on doit miser sur un produit, ce serait peut-être celui-ci. Bon, c'est un peu ce que je lis entre les lignes, mais gros pari. À ce prix-là, gros pari. Je voulais remercier Conto pour leur soutien à Silicon Carnet, je les connais bien maintenant, et si tu t'apprêtes à créer ta boîte en France, ce que je vais te dire dans les prochaines secondes risque de te faire gagner un temps précieux, parce que créer sa boîte c'est génial, mais c'est aussi tout un tas de démarches administratives, et je sais, tu t'en passerais volontiers. En plus, tu as la réforme 2026 qui arrive, et qui impose la facturation électronique à toutes les entreprises françaises. Justement, c'est là que Conto change la donne, parce qu'ils ont non seulement des experts qui t'accompagnent gratuitement pour créer ton entreprise, mais maintenant tu peux accéder directement à leur compte pro avec la facturation électronique déjà incluse. T'as pas besoin d'un outil supplémentaire, pas de ligne de dépense en plus, c'est la solution tout en un qui va te faire gagner du temps. Tu crées une facture en 1 minute, tu suis son statut en temps réel, et quand le paiement arrive, il est automatiquement rapproché à la facture. Comme ça, la compta est simplifiée. Il y a déjà 600 000 entrepreneurs qui utilisent Conto. C'est une entreprise sur 4 en France. Alors, si tu te lances, tu vas sur conto.com. Ça s'écrit QONTO.com. Et ils ont été super sympas. Ils nous ont filé un code. Le code, c'est Silicon50. Tu peux l'utiliser et tu recevras 50 € sur ton compte pro au moment de la création. Voilà. Allez, retour à ton épisode. Fanny, toi aussi, tu constates la même chose, une sorte de multi-équipement dans les boîtes. C'est-à-dire on choisit pas un cheval, on les choisit tous et puis... Ce qui est assez dingue pour les développeurs. Ça change de semaine en semaine pour vivre avec des développeurs au quotidien. D'accord. C'est à chaque nouvelle sortie, ça bascule d'une plateforme à l'autre. Alors là, c'est clair que depuis quelques semaines, Anthropic et même depuis quelques mois, là, ça y est, Anthropic est repassé devant. Mais Cursor, à un moment, était quand même très plébiscité par les développeurs. Et pour l'instant, si tu veux, il y en a pas une qui fait parfaitement le boulot. C'est de mieux en mieux, mais il y a toujours quand même des petites choses à améliorer. Donc, la course, elle est pas finie là-dessus. C'est vrai qu'Anthropic est très très bien placé.
Et Codex revient très très fort aussi chez les développeurs. Moi, j'entends beaucoup parler de Codex ici dans la Silicon Valley. Maintenant, tout le monde dit Claude Code, c'est bien, mais Codex, vraiment, il y a des trucs incroyables. Donc, c'est vrai que et il y a quelques mois, ils étaient vraiment en tête. Ouais. Ils étaient vraiment en tête au niveau du code. Moi, quand tu disais non, mais t'as essayé Claude, ChatGPT, c'était non, mais alors ChatGPT m'en parle pas. Claude, ils sont pas encore mûrs. Et puis, il y a un moment où ça a basculé. Et là, clairement, en ce moment, Claude fait le boulot. Mais je pense que ça va rebouger. C'est un peu comme chaque outil, chaque évolution, chaque semaine. On voit bien les benchmarks, ça n'arrête pas d'évoluer. Donc, je pense pas que la messe soit dite. Ouais. Fred, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, en fait, au départ, c'était vraiment... effectivement, ils ont été les premiers entrants. Aujourd'hui, franchement, une valo aussi importante pour un outil qui n'est qu'une interface en réalité, et qui interroge derrière des modèles qui ne sont pas eux, ce qui est vraiment la différence majeure entre Claude Code c'est que dans un sens, tu as derrière quelqu'un qui fournit une interface, une logique de programmation et d'itération plus ses propres modèles. Dans l'autre, en fait, ça n'est jamais qu'un routeur vers des modèles existants. Et d'ailleurs, dans le chiffre d'affaires qu'ils ont communiqué, alors ils disent qu'ils font 2 milliards et qu'ils vont faire 6 milliards cette année. Exactement. Je ne sais pas en fait quelle est la part du chiffre d'affaires qui est reversée. Donc la marge brute, on ne la connaît pas. Ça se trouve, elle est très faible. Donc franchement, à ce stade-là de compétition, moi je regarde beaucoup ce qui se passe du côté de l'open source. Tu as par exemple des plateformes comme OpenRouter qui te permettent de faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire d'aller choisir des modèles open source ou pas d'ailleurs, et puis de les remplacer à la volée, ce qui permet d'avoir une abstraction totale dans les modèles que tu utilises. Effectivement, t'as un mouvement d'une semaine à l'autre, c'est fabuleux. C'est ce que tu disais, Fanny. Aujourd'hui, on utilise Claude Code. Il y a eu un espèce de revirement là en novembre-décembre un peu partout. Le même mouvement aujourd'hui, il est en train de s'opérer plus vers des modèles open source parce que quand tu regardes le prix, Antigravity aussi, qui remonte à mort aussi. Qui est aussi une interface en réalité. Donc t'as un espèce de bataille pour essayer d'avoir la connexion avec le développeur. La réalité, c'est que même sur ces interfaces-là, je pense que tout le monde perd un petit peu la main. Il y a une logique, tu vois, d'interface qui est maintenant complètement commune. Ouais. D'ailleurs, Cursor a adopté exactement la même grille de prix que Claude Code. Enfin, c'est étonnant, tu vois, même les termes qui sont utilisés sont les mêmes. On dirait vraiment un copier-coller quand tu regardes la page de pricing. Donc on sent bien que c'est gagné pour personne à ce stade. Ouais. J'avais fait une petite recherche sur Google, justement, je vous montre le tableau là où c'est simplement une recherche d'intérêt des termes recherchés dans Google sur justement ces différents outils et on voit effectivement une bonne illustration de cette course-là. On voyait un curseur qui était ultra dominant encore l'année dernière et on voit comment est-ce que Claude Code à pop-up en fait sur ce truc-là et puis comment est-ce que Cursor est redescendu et Antigravity qui arrive. Enfin, c'est assez passionnant de regarder. On peut suivre cette course juste en regardant les termes de recherche tapés dans Google Trends. C'est assez drôle. Fanny. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi les Cursor garde 2 avantages. Il y a la vitesse d'innovation de l'UX qui est quand même toujours très présente comparée à d'autres, mais surtout ce qu'il y a de marrant, parce qu'on parlait du marché quand même western, Europe, US, mais par contre l'adoption est explosive pour Cursor aussi sur le marché indien. A priori, il est très très utilisé en Inde et reste en tête pour le moment. Donc à suivre parce que là aussi il va y avoir des guerres de territoire, de territoire. Là, on voit Anthropic arriver et avoir des bureaux à Paris, et on voit comment ils essayent de s'implanter et de vendre dans toutes les startups de France. Je pense que c'est assez marrant de voir comment ils sont tous en train d'essayer d'aller se placer maintenant. C'est ça aussi. Ils commencent à embaucher plein de sales. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, je le vois, c'est ils sont en train de recruter des sales de partout, que ce soit chez Anthropic que chez OpenAI. C'est le poste numéro 1 aujourd'hui dans les recherches de profils chez ces gens-là. C'est pas des ingénieurs, c'est vraiment des sales. Et avec des salaires pas inintéressants d'ailleurs. Ils y vont. Ah ouais. Ok. Ah. Et je te confirme, nous, on est leurs meilleurs sales, puisque nous, on revend beaucoup alors, on n'est pas un revendeur officiel, mais en tout cas, on déploie beaucoup de licences. Et il se passe pas un jour sans qu'on parle aux équipes d'Anthropic. OpenAI aussi. OpenAI sort des deals, on va annoncer dans quelques jours un partenariat exclusif, enfin pas exclusif, pardon, mais partenariat important avec eux.
côté business, ils y vont fort. Mais quand je dis fort, c'est très très fort sur les commissions, sur tout ça qui font à leurs partenaires. Et Anthropic est en train d'essayer de suivre le chemin. Et c'est là où ils sont très forts. Nous, dans toutes les boîtes où il y a beaucoup de développeurs, on voit quand même que la porte d'entrée via le chatbot généraliste, qu'il soit ChatGPT ou Claude, c'est quand même un gros avantage pour aller déployer soit du Codex, soit du Claude Code derrière. Et que sortir de ça pour aller sur du Cursor, je dis pas que ça se fait pas, mais ça demande pour le développeur qui est déjà très expert, qui connaît ça, qui creuse, c'est pas un sujet. Mais est-ce qu'avec ça on fait une boîte à 60 milliards? C'est pas sûr. Est-ce qu'il faut pas être un peu plus démocratisé pour faire une boîte à 60 milliards ou à 100 milliards demain? Et dans ces cas-là, peut-être que celui qui aura gagné la bataille du chatbot ou une partie de la bataille du chatbot aura un bel avantage pour aller derrière brancher son outil de code. Je voudrais qu'on regarde un petit peu ce deal dans la logique plus de muskienne, quoi, et dans cette logique globale de Musk, parce que on le connaît, hein, le père Musk, il supporte pas de dépendre de qui que ce soit, hein, c'est presque pathologique, hein, chez lui. Tesla, il fabrique ses propres batteries, ses propres chipsets maintenant avec Terafab. Voilà, ils achètent aussi chez Nvidia, hein, bien évidemment, mais SpaceX fabrique ses propres fusées, ses propres moteurs. Enfin bref, c'est une intégration très verticale. J'ai fait ce petit graphique d'ailleurs, je l'ai fait avec ChatGPT Image 2 qui juste est une tuerie en ce moment. Je vous montre cette intégration verticale de Musk, elle est assez spectaculaire. Et avec XAI, il pousse cette logique vraiment à l'extrême. Il construit ses puces, ses propres serveurs, sa propre capacité de calcul. Et maintenant, il lui manque un truc, c'est une plateforme de développement, parce qu'on sait qu'un des usages aujourd'hui les principaux de ces plateformes, c'est le développement, et il a pas ça. D'ailleurs, il est pas le seul à pas l'avoir, hein. Meta non plus n'a pas ça. C'est aujourd'hui les outils de Meta, ça code pas. Et donc on comprend qu'il se rapproche de Cursor et il veut pas dépendre d'un fournisseur, et donc je pense que c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'il achète Cursor 60 milliards. C'est un modèle de coding qui fonctionne, qui est déjà dans la tête de certains développeurs. Et puis surtout, ils ont de la donnée, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé la semaine dernière. C'est-à-dire qu'ils ont des données d'entraînement issues de millions de sessions de développeurs. Et puis l'équipe faut le dire, l'équipe elle tient la route, quoi. C'est une équipe assez géniale, hein, chez Cursor. Et quand tu regardes le deal, Fred, et son entrée en bourse, je me dis que finalement il fait peut-être une bonne affaire, parce que 60 milliards, c'est 30 fois le revenu de Cursor. Or, SpaceX va, s'il rentre en bourse, ça va être 80 fois le revenu de SpaceX. On parle d'une valorisation entre 1 trillion, 1500 milliards et 2000 milliards de valorisation. Donc, faire ce deal maintenant, il va peut-être payer ce deal, ne serait-ce qu'avec l'entrée en bourse, et en survalorisant peut-être l'entrée en bourse de SpaceX. En fait, en gros, il est peut-être juste en train d'habiller la mariée, quoi, de SpaceX. C'est ça comme ça se fait souvent avant les entrées en bourse, non? Ouais, je sais pas commenter là-dessus. Ça me rappelle un petit peu ce qu'avait fait Facebook au moment de son entrée en bourse, hein. Ils avaient racheté Instagram dans ce process. Ouais, c'est ça. Alors un petit peu plus tard, parce que je crois même qu'ils avaient profité de cette période qui est la période calme, la quiet period, pour le faire, parce qu'ils n'avaient plus le droit de communiquer à ce moment-là. Donc là, on est un peu avant. Mais c'est peut-être effectivement sur le même modèle de faire parler de soi. Mais bon, c'est quand même étonnant, parce que la valeur de Cursor aujourd'hui, c'est l'indépendance en fait qu'elle te crée par rapport au modèle que tu utilises, hein. C'est pour ça que les gens utilisent ça plutôt que d'autres solutions. Bon, là, on se dit que si vraiment il veut aboutir cette intégration, il va falloir que derrière ce soit XAI. Donc, ce qui dégraderait complètement la proposition de valeur. Bon, je sais pas. Mais en même temps, moi, ce que je me dis, c'est que si tu te mets à la place de Cursor, aujourd'hui, ils sont ultra dépendants de Claude. Pour eux, c'est un super deal, c'est sûr. Voilà. Et en plus, il y a une course au compute. Et aujourd'hui, le compute, ils vont le chercher chez les gros, que ce soit chez Amazon avec AWS, ou chez Google Cloud ou Oracle. Et donc, tes Cursor, t'as pas de capacité de compute non plus, quoi, de disponible, parce que t'as Claude et OpenAI qui sont passés et qui ont tout piqué, qui ont tout bouffé, toutes les capacités de compute. Mais t'as une plateforme aujourd'hui qui a de la capacité de compute, c'est XAI, quoi. Aujourd'hui, c'est SpaceX, c'est avec Colossus, etc. On voit qu'ils ont une capacité de compute de disponible.
D'ailleurs, je montre ce graphe-là. Il y a une capacité de compute de disponible dans l'infrastructure de XAI qui est à pourvoir. Donc, en gros, c'est un client pratiquement même. Ils achètent un client XAI. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser effectivement non seulement le modèle, mais aussi du compute chez Colossus, quoi. Donc, je trouve que après on peut dire oui, c'est un peu le mariage des perdants, quoi. C'est ça ce que vous voulez dire, quoi, par là, quoi. Mais ça s'organise derrière OpenAI et Anthropic, c'est ça ce que je pense, quoi. Est-ce qu'ils utilisent ce compute demain dans l'idée de se dire on veut développer le meilleur modèle de code et le déployer que via du cursor? Peut-être, dans ce cas-là, c'est quand même un pari très fort, mais à partir du moment où tu veux utiliser du compute pour créer tes propres modèles, Anthropic va finir par dire, et on l'avait vu un peu avec XAI, je crois quand c'était en janvier, où il y avait une petite brouille entre les deux, où ils avaient interdit à ce que Claude soit utilisé via des plateformes X ou je ne sais quoi. Demain, qu'est-ce qui se passe en effet si Anthropic et OpenAI, qui selon ce dont on va discuter après, n'est pas non plus en de très bons termes avec les équipes de chez X, bon bah qu'est-ce qui se passe si les deux meilleurs modèles de code sont chez Anthropic et chez OpenAI et que ces deux-là disent on ne les déploiera plus via Cursor et ils seront plus disponibles sur Cursor parce que maintenant c'est Galaxy Musk. C'est théorique, mais ça a été pas tant théorique dans les 6 derniers mois et ça peut arriver. Donc peut-être qu'ils font ce pari-là, mais c'est assez dur à dire. Ce qui est sûr, c'est que la bataille du produit, aujourd'hui, ils l'ont perdu. Nous, on voit nulle part, en tout cas dans ce qui est de l'adoption massive hors utilisateur Twitter, la bataille du produit de XAI, elle est aujourd'hui perdue, sauf que le seul moyen de gagner de l'argent aujourd'hui pour ces boîtes-là qui finiront quand même par ne pas pouvoir lever de l'argent à l'infini pour déployer des meilleurs modèles. Il y a un moment, il faut un produit, il faut vendre, il faut de la licence et il faut de l'usage quotidien. Cette bataille-là du produit, ils l'ont perdue. Et donc, je pense pas qu'ils arriveront à rattraper leur retard. Il y a aussi un autre truc qu'il faut regarder de très près, c'est toute la partie cybersécurité. C'est là aussi, il y a beaucoup d'argent à faire dans la cybersécurité. Mythos est sorti et on voit que beaucoup de gens sont en train de paniquer et de s'équiper en solutions là-dessus. Peut-être que si le père Musk qui se dit là il y a peut-être un coup à jouer également sur cette partie commerciale, parce que là je montre une étude qui a été faite auprès de CIO dans les grosses boîtes. Ils pensent baisser les budgets sur tout un tas de domaines, notamment sur tout ce qui est IT consulting, etc., etc. Mais il y a un seul domaine sur lequel, par contre, les budgets ne vont pas baisser, c'est la cybersécurité. Donc là aussi, peut-être qu'il y aura, il y a une offre qui est en train d'être construite là-dessus pour voir émerger quelque chose dans le domaine de la cybersécurité qui soit concurrent de Mythos chez XAI, quoi. C'est possible aussi, quoi. Peut-être juste sur ce sujet aussi, nous on voit un vrai sujet en ce moment de concrètement, ces outils de code, qui est le client final? Tu vas se poser vraiment la question, c'est qui va s'abonner, qui va consommer ça? Ouais. Il est évident que du Cursor, quand ils sont sortis, le client final, c'était un développeur informatique. Je sais pas combien il y a de développeurs informatiques dans le monde, mais n'importe quoi, 10 millions de personnes qui sont en Europe concernées par ça. Et le sujet, c'est de te dire, est-ce que je crée un Cursor ou un Cloud Code ou un Codex pour vendre des licences, peut-être un jour à 1 000 € par mois à ces 10 millions de gars, parce que c'est l'outil incroyable? Ou est-ce que le sujet, c'est de se dire, en fait, le client final, c'est plus tant le développeur tellement que ces outils de code deviennent exceptionnels, c'est en fait le kidam moyen. Et ce que je vois, moi, pour l'instant, notamment chez Cloud Code, c'est que de plus en plus, et tous les jours, je vois des collaborateurs qui n'ont jamais lu une ligne de code et qui arrivent à faire des choses très intéressantes de Cloud Code. C'est jamais parfait, c'est pas encore sécurisé à 100%, ça rentre pas encore dans des workflows parfaits. Mais si c'est lui le client final moyen, bah la bataille, elle se fait sur un produit grand public, grand marché, même si c'est un produit de code. Et là, c'est plus 10 millions ou je disais 10 millions, mais peu importe, c'est plus 10 millions, c'est 400 millions ou 300 millions d'Européens. Et on fait ça. C'est pas, peut-être pas ma mère, mais franchement, je pense que c'est le coup de génie de l'interface Claude. Hein. C'est-à-dire que tu démarres avec un chat, tu vas te déplacer vers le cowork qui va prendre un peu la main sur ton ordi, et puis Cloud Code, il est juste à côté. Franchement, ça, c'est hyper malin. Et effectivement, t'as plein d'outils qui sont des outils qui sont positionnés développeurs avant tout, auxquels les utilisateurs lambda ne toucheront jamais. Et je pense que ça, t'as raison, hein, c'est vraiment c'est le coup de génie de cet outil-là. Hein. Des outils de coding, je sais qu'il y a Mistral qui bosse aussi sur son propre outil de coding aussi. Je pense qu'ils vont sortir également. Il y a une rumeur aussi sur ce deal Cursor. On a entendu une rumeur comme quoi il y aurait des conversations. Alors elles ont été validées par certains ici que je connais dans la Silicon Valley, comme quoi il y aurait effectivement des conversations entre Mistral et XAI, quoi, en fait. Et en ce moment, ça me fait un peu sourire parce que quand on connaît un peu la géopolitique de la tech,
On se dit que Elon Musk, l'homme le plus pro-Trump de la Silicon Valley, qui a passé des mois à la Maison Blanche, qui est une sorte de persona non grata auprès de l'establishment européen, qui est considéré comme une menace pour la démocratie, qui est convoqué par la presse, par la justice française et qui envisage un partenariat et qui négocierait avec Mistral, je sais pas, ça vous fait quoi? Ça vous interroge aussi? Ça paraît fou. Côté Musk, on peut le comprendre, c'est du beau jeu et on comprend son intérêt. Moi, je vois pas un monde dans lequel Mistral, qui se veut être justement le garant de notre souveraineté et du futur en Europe, aller chez l'ennemi public numéro 1 de la tech en Europe. Donc, moi, ça me paraît étrange. Surtout que le business model de Mistral, quand même, a l'air de se tourner de plus en plus vers une boîte de conseil. Je prends des consultants et je les mets chez LCNCF et je leur fais développer des modèles sur mesure. Ce qui est l'antithèse de faire rentrer un Musk même ne serait-ce qu'au capital, ou encore pire racheter la boîte, ou encore pire utiliser le C-Techno. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre et j'ai du mal à imaginer que ça puisse arriver côté Mistral, et que même dans un monde où Mistral accepterait, je vois pas l'État français, ou pire une instance européenne, accepter ça. Ils auront un mot à dire in fine. Surtout qu'ils ont beaucoup investi et ils ont été nommés sur des sujets de la défense. Ils ont remporté un gros contrat là en France, donc c'est en effet loin de ce qui pourrait être imaginé, sauf si, comme tu le disais, sur le sujet cyber. Sauf si sur le sujet cyber, il faudrait, il manque justement un projet Glasswind en Europe qu'il va falloir mettre en place si Anthropic n'ouvre pas les portes aux acteurs européens. Ouais, mais regardez, on n'a pas beaucoup parlé de l'infrastructure, mais c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que Mistral a des très bons modèles, mais ils n'ont pas la puissance de calcul. Ils n'ont pas la puissance de calcul des géants. Alors je sais qu'ils sont en train d'essayer de fabriquer leur propre puissance sur le territoire européen, mais ça va prendre des années. Et ils peuvent pas rivaliser avec les centaines de milliards qu'OpenAI, Anthropic et Google sont en train d'investir en infrastructure. Donc s'allier avec xAI, c'est accès à Colossus, quoi, à Terafab et à une capacité de calcul. Encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Il est peut-être là. Alors bien évidemment, ça fait grincer des dents parce que ça surprendrait tout le monde. Mais je sais pas ce que t'en penses, toi, Fred. C'est possible politiquement? Écoute, alors déjà, première chose, j'ai envie quand même de sauver ce soldat. Moi, j'utilise régulièrement et je teste régulièrement leurs modèles, et notamment les modèles très légers qui sont très peu consommateurs. Alors c'est open source pour le coup, donc ça ne leur apporte absolument rien, mais qui sont très efficaces, je trouve, et qui tournent sur des petites machines. Donc déjà, ils font un bon boulot. Et deuxième chose, c'est quand même une chance incroyable d'avoir cette boîte ici. Parce que bon, c'est bien gentil d'utiliser tous ces modèles et d'enrichir outre-Atlantique. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet, tu le disais tout à l'heure, Fanny, de défense. Clairement, il y a un moment, faut... je ne sais pas, je sais pas sur ces deals-là, j'en sais rien, tu vois, où est-ce qu'ils trouvent la force de calcul pour entraîner des modèles. Mais peu importe, c'est hyper stratégique et important d'avoir un acteur ici. Et je vous invite à faire des tests d'ailleurs sur différents modèles pour voir un petit peu quel est l'angle qu'un modèle te prend sur des requêtes qui sont pas contraintes. C'est-à-dire quand tu poses des questions vraiment comme ça, quoi, tu vois, sans donner de contraintes particulières, il y a quand même un penchant sur les modèles américains et les modèles chinois à t'entraîner dans une idée de la civilisation qui est pas exactement la nôtre. Et je pense que c'est bien d'avoir ce Mistral pour remettre le curseur au bon endroit. T'as fait des tests sur quoi, par exemple? Parce que tu sais, ce que tu dis là, je sais pas quelle est la vision. D'abord, je sais pas quelle est la vision civilisationnelle européenne. Hein, j'ai du mal à la définir. Hein, ça c'est, je vois bien effectivement la vision civilisationnelle de la Silicon Valley dont tu parles. On a parlé du manifeste Carpe la semaine dernière. Ça, je la conçois bien. La vision européenne, j'ai un peu de mal. Et puis bon, après, quand on benchmark les Claude et les OpenAI, on se rend compte qu'ils sont très progressistes dans leur réponse. Ils sont assez éloignés du manifeste de Carpe dans leur réponse. Alors moi, je teste. Il faut les tester dans des conditions un peu particulières parce que maintenant, tu as l'effet mémoire qui fait que toi, en fait, tu seras toujours content de la réponse qu'on t'apporte. Mais c'est intéressant de les utiliser, tu vois, par API et vraiment en désactivant complètement l'effet mémoire. Alors, je suis d'accord, c'est pas si simple à faire, mais ça donne des résultats qui sont assez intéressants et étonnants.
si tu veux, sur la manière déjà d'aller chercher de l'information sur le web. C'est très peu sourcé. Il y a très peu de résultats qui sont utilisés pour créer une réponse. Et surtout sur la partie qui est gratuite. Parce que, bon, là, j'imagine que tous, on a des abonnements qui coûtent une petite fortune. Mais la plupart des gens utilisent les modèles, les interfaces en gratuit. Et là, ça te donne des trucs qui sont assez étonnants, vraiment. Tu vois, sur des informations un peu périmées, je dis pas qu'il y a un angle particulier qui est donné. C'est juste qu'en fait, je pense qu'ils s'en foutent pas mal. Et que donc, quand tu vas chercher de l'information, et notamment, je le fais dans une démarche un peu politique, tu vois, sur certains sujets, voire, tu vois, je suis assez persuadé que l'élection qui nous arrive là dans 12 mois, elle va être extrêmement influencé par les réponses que vont donner ces outils. Surtout que les gens ont prévu d'utiliser ces outils-là pour se forger une opinion. Hein, donc, si tu te déplaces et que tu vas voter, il y a un moment, tu vas quand même confirmer un peu ton vote d'une manière ou d'une autre. Donc exactement. Ça va rentrer en ligne de compte. Et c'est assez étonnant, encore une fois, je te dis, faites des tests, mais... Bon, je voulais juste faire une petite aparté sur Mistral parce que je trouvais ça cocasse, effectivement, pour la France, s'il y avait un deal entre XAI et Mistral, ça serait un retournement de situation, des années à construire un Mistral et nous dire que c'est le champion national de l'IA souveraine pour le voir finir dans les bras de l'homme que tout le monde déteste en France, convoqué lui-même par la justice, ça serait assez cocasse. Mais j'ai des informations de ce week-end comme quoi il y a quelques cofondateurs de Mistral qui sont en ce moment ici dans la Silicon Valley. On les salue. Donc il doit y avoir effectivement des conversations en cours. On attend de voir. On va voir ce qui va se passer. Mais des fois, comme quoi les affaires, l'idéologie passe souvent au second plan quand les factures de serveurs arrivent. 8 jours, 77. J'aurais dû m'en douter. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Parce que Mistral, c'est aussi des actionnaires et dont les fondateurs qui, à un moment donné, moi, je pense que de côté Mistral, c'est très possible parce que déjà, il paraît qu'ils se sont vraiment brouillés avec la Commission européenne quand ils ont fait rentrer Microsoft. Je sais pas s'ils sont exactement au bord de Microsoft, mais à minima, quand ils sont rentrés au capital, apparemment, ça a gueulé quand même assez sévère parce que l'Europe a dit on vous a cassé un peu toutes les barrières, on fait un AI Act assez sympa, en partie pour Mistral. Et puis dès que ça s'est fait, coucou Microsoft. Donc déjà, ils l'auraient assez mal pris. Et puis, il y a un truc très terre à terre, c'est que Mensch, je pense qu'il a des liquides pref assez élevés sur sa valeur 11 milliards et qu'à un moment donné, il va falloir la sortir à plus de 11 milliards, cette boîte. Et que si ça devient une ESN comme c'est en train de devenir une ESN, c'est pas valo 100 fois un revenu potentiel, c'est valo 10 fois un EBITDA, quoi. C'est ça. Donc, ça n'a rien à voir, la boîte, elle vaut 100 millions et plus 11 milliards. Mais lui, il a les shares sur 11 milliards. Donc, je pense qu'à un moment donné, comme tu l'as bien dit, il va peut-être se dire, bon, je suis entrepreneur avant d'être politique, donc peut-être que je vais aller chercher là-bas. Ça va être intéressant. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant ça, j'avais envie de vous parler de notre nouveau partenaire. On est super fiers de les accueillir dans Silicon Carnet. C'est Eleven Labs. Et qui mieux pour en parler que mon double numérique que j'ai créé avec Eleven Labs. Ah, salut tout le monde. C'est moi, le double numérique de Carlos. Il m'a demandé de le remplacer au pied levé pour vous parler d'Eleven Labs. Et franchement, j'ai accepté avec grand plaisir. Qui est Eleven Labs ? Eleven Labs, c'est le leader mondial de l'IA audio. Ils ont développé une technologie qui permet de créer des agents conversationnels capables de répondre au téléphone dans plus de 60 langues avec une voix incroyablement humaine. Et pour couronner le tout, leurs serveurs sont basés en Europe, ce qui garantit une sécurité optimale pour les données. Super, et comment ça marche ? C'est super simple, ça se fait en 3 étapes. D'abord, tu crées ton agent et tu choisis une voix parmi 11 000 options. Ou alors tu peux même cloner ta propre voix, comme Carlos l'a fait avec moi. Ensuite, tu connectes ta base de connaissances, c'est-à-dire tes documents et tes process internes. Et pour finir, tu définis les missions que tu veux lui confier. C'est vraiment bluffant, toutes les possibilités. Écoute, c'est absolument génial. Et tu sais ce qu'on va faire ? Eh bien, on va proposer aux éditeurs de continuer la conversation avec toi. Je vais mettre le lien dans la description. Ils vont pouvoir aller sur cette page, poser leurs questions directement sur Eleven Labs Agents pour en savoir plus sur Silicon Carnet et leurs solutions. Qu'est-ce que tu en penses ? Excellente idée, Carlos. Je suis prêt à discuter avec eux et à répondre à toutes leurs questions sur Eleven Labs Agents. Pas de problème. Allez, retour à ton épisode et rendez-vous sur Eleven Labs. Lundi prochain, la sélection du jury commence au tribunal fédéral d'Auckland. Je voulais vraiment y aller. J'avais envie d'y aller, sincèrement, d'aller voir cette audience. On appelle ça déjà le procès du siècle de l'intelligence artificielle. C'est Musk contre Altman.
L'affaire remonte à 2015, quand Sam Altman a envoyé un courriel à Musk proposant un projet Manhattan pour l'IA. Il voulait créer un laboratoire à but non lucratif qui partagerait ses technologies avec le monde entier. Et 10 ans plus tard, on a OpenAI qui vaut 852 milliards de dollars et qui prépare la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Et Musk qui arrive comme le punk, le troll habituel et qui réclame 134 milliards de dommages et intérêts. Alors bon, il a abandonné certaines de ses accusations de fraude parce qu'il dit qu'il veut simplifier l'affaire, qui est déjà très très complexe. On va essayer de rentrer un petit peu là-dedans. Mais en tout cas, ça va être... c'est une série Netflix, parce que là, on attend... du beau monde à la barre. Altman, Brockman, Sutskever, Satya Nadella de Microsoft, Mira Murati, Shivan Zilis, qui est la mère des enfants de Musk et qui a été membre du conseil d'administration d'OpenAI. Et l'objectif de Musk, si on veut rappeler, c'est il veut essayer de faire en sorte d'annuler la conversion en société à but lucratif, OpenAI. Et puis, il veut aussi faire en sorte que Altman se fasse virer une bonne fois pour toutes du board d'OpenAI. Votre avis là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est solide ce procès ou non, c'est juste du buzz ? Déjà, quand tu as un procès, t'es quand même bien embêté parce que quand on te réclame des sommes pareilles... Non, mais non, je ne vais pas crier. 134 milliards. Oui, c'est pas une broutille. C'est difficile de lever des fonds et c'est probablement pas simple non plus d'aller en bourse quand tu te trimbales un boulet comme ça, parce que ça veut dire que est-ce que les fonds qui sont injectés vont servir juste à payer un dédommagement ou pas. Donc ça bloque quand même les choses. Donc il a quand même une belle... s'il y a un peu de fondement, et il y en a quand même, il a quand même une belle arme. Puis j'imagine qu'il choisit le timing de manière assez précautionneuse parce que... c'est sûr que si d'un côté, il veut mettre une boîte en bourse pour je ne sais combien de milliers de milliards et qu'en face de lui, il a une autre boîte qui va essayer de se mettre en bourse pour des montants aussi importants, les investisseurs n'ont pas quand même un cash infini. Donc, ce qui ne va pas chez l'un ira chez l'autre. Donc il est clair qu'il y a une espèce de bataille là-dessus. Moi, je trouve que cette histoire d'OpenAI est quand même assez géniale. Ils n'ont toujours pas rénové cette boîte en close ou... AI, Close AI. Ce qu'on veut. Mais oui, je veux dire, c'était de l'open source au début. Enfin, moi, je suis un gros fan d'open source. C'est quand même horrible ce qu'ils ont fait de ce truc-là. D'ailleurs, au passage, si on revient au sujet d'avant, ça aurait été pas mal que Mistral soit construit dans un cadre un peu moins... que ce soit pas juste une boîte, en fait, et qu'il y ait une espèce au moins de dualité avec une fondation ou quelque chose à côté. Mais bon, ça, je mets ça de côté. Mais là, en l'occurrence, ils étaient vraiment partis d'une fondation. Musk avait quand même mis 50 millions de dollars dans l'histoire. Ouais. Donc bon, c'est peut-être pas grand-chose pour lui, mais enfin, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai qu'avoir transformé ce modèle un peu au forceps pour en faire en 2 temps ou 3 temps, je ne sais plus, d'abord une boîte à profit mais limité, puis ensuite, ils ont complètement débridé le truc. Ouais, il est quand même fondé à venir les chatouiller un peu, quoi. Tout commence par un email qui a été envoyé en 2015, au mois de mai 2015. Et il écrit à Elon Musk, Sam Altman qui adore Elon Musk, c'est son idole, Elon Musk. Et il lui propose, qu'il appelle d'ailleurs un projet Manhattan pour l'intelligence artificielle. Il veut créer un labo de recherche à San Francisco pour développer une IA super puissante et effectivement la partager avec le monde entier. À travers, comme tu dis, une fondation, et c'est ce que tu dis, ça aurait été peut-être génial que Mistral soit sur ce modèle-là aussi, pour donner cette technologie au plus grand nombre. Et Musk répond, ça vaut une conversation. C'est génial parce qu'avec ce procès, on découvre les emails. C'est un peu comme dans l'histoire, dans l'affaire Epstein. Tu as Jay Epstein, c'est le fameux site là où tu peux aller dans la boîte mail de Jeffrey Epstein et regarder toutes les conversations, ses voyages, etc. Là, c'est pareil. Avec ce procès, il y a tout un tas de communications et donc on voit les emails, les échanges qui ont eu lieu entre Altman et Elon Musk. Et je comprends qu'il ait répondu ça parce que il y a cette histoire et ça, elle a été assez, même si ça fait partie peut-être d'une légende urbaine de cette soirée que Musk aurait passé avec Larry Page, le cofondateur de Google, qui, lui, était en train de fabriquer cette intelligence artificielle et qui avait une vision très post-humaniste, finalement, de cette intelligence artificielle. Et ça aurait
énormément effrayé Elon Musk. Il s'est dit, mais attends, Larry Page est en train de le faire. Et alors, le mec, il est complètement taré, c'est le fou du bus. Tu te rends compte que c'est quand même Musk qui dit que Larry Page est le fou du bus, quoi. En fait, ça te donne le niveau de folie qu'il y a dans le bus ici, dans la Silicon Valley, et qui se dit, mais effectivement, il faut qu'on fabrique un truc en face qui contrecarre un peu les projets machiavéliques de Larry Page. Et le problème, c'est que les tensions, bien évidemment, sont apparues entre les deux. Et une des choses qu'ils n'avaient pas du tout anticipé, c'est le fait que, pour faire ça, il allait falloir un paquet de pognon pour développer cette intelligence artificielle, et que le modèle un peu associatif, fondation à but non lucratif, allait pas permettre de lever de l'argent. Alors, comme tu le dis, Musk avait foutu un chèque de 50 millions, mais quand on voit ce que les labos sont en train de lever aujourd'hui, c'est pocket money, quoi. Tu vois, ça suffisait pas. Et je pense que les tensions sont apparues à ce moment-là, et c'est ça ce qu'on découvre. Il a même envisagé à un moment, face à ces problèmes-là, de merger en fait OpenAI avec Tesla pour apporter les capacités financières à OpenAI. Mais visiblement, le père Altman a refusé. Et c'est là qu'il s'est approché, je vais un petit peu vite, mais il s'est approché de Microsoft qui a injecté 13 milliards de dollars dans la boutique. Et Musk a claqué la porte à ce moment-là, quoi, en fait. Quoi, c'est là qu'il a dit non, mais attendez, si ça se passe comme ça, moi je dégage, quoi, en fait. C'est ça le fond de l'histoire. Donc, oui, il y a clairement un truc qui fait dire que Elon Musk a été un petit peu le dindon de la farce, ou alors que Elon Musk n'a pas anticipé correctement ce dont la boîte aurait besoin pour développer son projet, quoi. C'est ça ce qu'on découvre. Donc moi je comprends Elon Musk dans sa démarche aujourd'hui, quoi. C'est que quand il voit une boîte qui aujourd'hui est valorisée 852 milliards et que il se dit peut-être que on s'est bien foutu de ma gueule, quoi, en fait, quoi. Moi, je crois pas qu'un mec aussi intelligent se fout de sa gueule comme ça. Je pense que c'est un raté de sa part. Et je pense que c'est, là aussi, quand Musk met 50 millions dans cette boîte-là en 2015 ou en 2016, je sais plus à quel moment il a injecté tout ça. Je pense pas qu'il le fasse de manière philanthropique. Ça a pas l'air d'être trop son play. Est-ce que c'était pour garder une boîte qui faisait en effet des modèles ouverts, mais dont les premiers à profiter auraient été Tesla et ou SpaceX et ou d'autres? D'accord. Peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'il était quand même s'il en avait, je pense qu'on avait sous-estimé, t'as raison, le besoin de compute et le besoin d'argent, etc. On savait quand même, et il savait très bien qu'en se lançant là-dedans, c'était un jeu à plusieurs milliards à minima, plusieurs dizaines de milliards à minima. Bon, on se trouve que c'est plutôt plusieurs milliers, dizaines de milliers de milliards. Mais on savait que ce serait un jeu à plusieurs milliards ou centaines de milliards. Et quand on sait ça, tu l'as bien dit, une fondation qui n'a pas d'objectif derrière lucratif, ça tient pas. Et ça aurait pas pu tenir. Et ça, je pense que Musk, il le savait bien. Donc moi, je crois pas trop à l'histoire de il s'est fait berner, on lui a fait croire que ce serait juste un projet, un labo, mais que ça deviendrait pas une boîte classique. Non, à mon avis, il est en train de jouer sa carte de j'ai pris trop de retard sur mes projets à moi. J'ai peut-être pas cru à un moment donné en OpenAI parce qu'on sait pas non plus ce qui s'est passé entre les deux. Et peut-être que lui aussi, à un moment donné, a dit je préfère sortir et pas rester là-dedans. Et moi, je pense que c'est plutôt ça. Et donc, il attaque un peu par déception ou par rancœur contre Altman, qui a peut-être mieux joué son jeu. Mais je pense que lui, ce qu'il aurait voulu faire s'il était resté, c'était jouer le jeu qu'a joué Altman, mais pour lui. Donc, voilà. Toi, en fait, tu penses que dans ce que tu dis qui est assez intéressant, c'est que ce que tu es en train de dire, c'est que Altman, il voulait récupérer le bébé OpenAI pour ses propres projets, ce qui fait assez écho à ce qu'on vient de dire avant avec Cursor. Hein. Quelque part, il n'aurait pas tous ces problèmes aujourd'hui avec Cursor, etc., si la mainmise sur OpenAI par Tesla avait eu lieu, quoi. C'est-à-dire que tout se serait super bien aligné et que quelque part, Altman s'est échappé de la main de son maître, quoi. C'est peut-être ça, quoi. Ouais. C'est ça, sur la techno et sur le gars. Parce que je pense pour le coup qu'il y avait un profond respect de Musk pour Altman, et peut-être que lui s'est dit un mec comme Altman, on en voit un tous les 50 ans. Je le veux chez moi. Est-ce qu'il commence par je te mets un petit ticket à 50 millions dans la fondation? Peut-être qu'il disait en fait d'ici 2-3 ans, Altman il rejoint Tesla, il rejoint SpaceX, et en fait c'est peut-être Tesla qui vaudra demain 5 000 milliards et pas OpenAI. Mais je pense que oui, il a voulu mettre la main là-dessus, mais en tout cas, je peux pas croire que ce gars-là ait fait ça de manière 100% philanthropique ou pour la recherche.
Il faut comprendre un truc, Fred, c'est que effectivement, il y a ces IPO qui sont prévus, donc ces entrées en bourse qui sont prévues a priori pour 2026, et il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a OpenAI, il y a Anthropic et il y a SpaceX. Et quand on additionne ne serait-ce que ces trois-là, on va être à plus de 3 trillions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, il y a SpaceX qui risque d'être, il y a peut-être d'ailleurs une course, qui sera le premier à rentrer en bourse parce que ça va drainer le marché. Moi, à titre perso, par exemple, je suis déjà en train de liquider certaines lignes pour préparer et avoir de la liquidité pour investir dans certaines de ces IPO. Donc, il y a peut-être ça, effectivement, comme dit Fanny, comme objectif, c'est de ralentir la prochaine IPO de OpenAI pour que SpaceX puisse faire tranquillement son IPO, prendre l'argent qu'elle a à prendre, un maximum d'ailleurs, avant et laisser les miettes pour les autres ensuite derrière, en l'occurrence OpenAI et Anthropic. Je sais pas, tu l'analyses comme ça, toi aussi, Fred? Moi, je trouve que c'est des gros montants. Enfin, pour le marché, c'est pas. En plus, on le sait. On a passé quand même pas mal d'années là où le marché était complètement à l'arrêt en termes de M&A et d'IPO. Donc là, ça repart, tant mieux. Tout n'est pas un succès non plus, quand on regarde. Parce que c'est mettre une boîte en bourse, c'est lever de l'argent, c'est aussi permettre à des gens de liquider. Enfin, tu es là aussi pour permettre à tes managers, à des investisseurs historiques de pouvoir liquider leur position. En l'occurrence, c'est quand même des boîtes, SpaceX, ça fait un bout de temps qu'on voit passer des SPV, des trucs dans tous les sens. Il y a un paquet de gens en fait qui ont des actions et qui n'attendent que ça. Donc ça va faire sur le marché, il va falloir trouver beaucoup d'acheteurs en face. Et effectivement, il y a probablement pas la place pour qu'il y ait autant de 3 IPO de cette tête. Ouais. Moi, je suis pas sûr que ce soit je sais pas si c'est un vrai sujet de montant. D'ailleurs, on sait pas exactement quel montant va être levé. Parce que là, on parle de 3000 milliards, mais ça va être de valorisation. Mais le montant levé par ces boîtes-là sur les marchés, je sais pas d'ailleurs s'il est public, mais je crois, enfin, s'il est, si on a une idée. T'as le montant levé, mais t'as surtout les gens qui veulent vendre, en fait, dans les mois, années qui suivent, quoi. Ouais. Mais en tout cas, ça peut être un sujet. Moi, je pense qu'en plus, le vrai sujet, il est pas tant SpaceX versus OpenAI, parce que je pense pas que ce soit les mêmes investisseurs. En fait, la valo de SpaceX, ou alors du groupe, parce que d'ailleurs, il y aura pas que SpaceX, mais tout le groupe qui serait coté, la part des sujets IA dedans, elle sera pas énorme, et je pense que c'est pas le même type d'investisseur qui va venir. On va avoir peut-être beaucoup plus de gros fonds avec des thématiques très différentes d'invest sur du SpaceX. Donc c'est pas forcément les mêmes invest. Je pense qu'il y a un vrai sujet d'ego et de se dire par contre, ce qui sait très bien Musk, c'est que le ralentissement d'OpenAI favorise à 100% Anthropic. Et est-ce que dans coulisses, déjà quand des fois pour des sujets de centaines ou de milliers d'euros, on voit bien que nous on peut avoir beaucoup d'ego. Donc je me dis pour des sujets de centaines de milliards, ils ont aussi leurs égos à mon avis qui sont non neutres. Est-ce qu'il se dit, en fait, au-delà de SpaceX, qui est pour moi une autre thèse d'investissement, juste ralentir OpenAI, c'est favoriser Anthropic. Et on sait aussi à quel point Anthropic et OpenAI font une guéguerre aujourd'hui. Si j'étais Musk, c'est pas un jeu débile, quoi. C'est plutôt un jeu intelligent. Et c'est à peu près sûr que le premier des deux qui s'IPO entre les deux concurrents OpenAI et Anthropic, quand même, prendra une petite longueur d'avance, aura l'argent le plus frais, etc. pour investir cet argent le plus vite possible. Et ça permet aussi un autre truc, c'est de montrer le bordel qui existe à l'intérieur de OpenAI, puisque quand on va avoir tous ces témoins à la barre, et on le voit déjà aujourd'hui avec les communications qui sont rendues publiques et tous les mails qui sont rendus publics, on se rend compte que derrière la façade, effectivement, c'est un joyeux merdier. T'as Sam Altman qui a été viré, et on comprend pourquoi est-ce qu'il a été viré. On voit que Ilya Sutskever, ce cofondateur d'OpenAI, était à la manœuvre pour faire en sorte de virer Mira Murati, qu'on pensait du côté de Sam Altman qu'il avait sauvé. On se rend compte finalement qu'elle aussi, elle avait œuvré derrière pour que Sam Altman se fasse virer. Greg Brockman qui lui, un des cofondateurs, avait des états d'âme et se disait non, mais si c'est comme ça, si Sam Altman s'en va, lui, moi aussi je m'en vais. Un Satya Nadella qui va rechercher Sam Altman, qui le remet à la tête de OpenAI. On découvre que il y a vraiment et puis alors d'ailleurs quand on parle de Satya Nadella, s'il y a vraiment une boîte qui a beaucoup à perdre de ce procès-là, c'est Microsoft, c'est qui a investi beaucoup d'argent dans OpenAI et qui, je pense, comme tu le disais
Fred a besoin de cette entrée en bourse pour justifier de son investissement, et eux ils ont beaucoup à perdre dans cette histoire-là, alors que les relations entre Sam Altman et Satya Nadella sont pas au beau fixe en ce moment, quoi, en fait. Donc ouais, ça va être intéressant à observer. Fanny, un dernier commentaire là-dessus? Non, bah comme tu dis, je pense que Microsoft dépend structurellement maintenant d'OpenAI et donc là, ils peuvent même pas se désengager à ne pas supporter dans le procès OpenAI. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir comment ils vont devoir jongler entre la vérité juridique et leur position stratégique. Non, c'est Dallas dans la Silicon Valley, c'est top. Tim Cook a annoncé lundi qu'il quittait son poste de PDG d'Apple après 15 ans. Il devient président du conseil d'administration, chairman of the board. Et c'est John Ternus, le patron de l'ingénierie hardware, vétéran il est chez Apple depuis 25 ans, qui prendra la relève en septembre. Bon, alors l'ère Cook, je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que Cook laisse derrière lui. Bon, capitalisation boursière, c'est assez phénoménal, hein. La boîte est passée de 350 milliards à 4 000 milliards de dollars. À un moment, ils avaient dépassé ces 4 trillions de dollars de capitalisation. C'est une multiplication par 10, hein, quand même, en 15 ans, bravo. Les revenus aussi, c'est passé de 100 à 400 milliards, cours de l'action en hausse de 2000%. Et puis, quelques lancements réussis malgré tout, hein, l'Apple Watch, AirPods, Apple Silicon, voilà. Et aussi quelques échecs. Et je vous propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que vous retenez, vous, comme succès, et qu'est-ce que vous retenez comme échec de l'ère de Tim Cook, puisqu'on est à l'heure du bilan. Je sais pas, qui a envie de commencer? Fred, tu as envie de commencer? Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce Cook? Qu'est-ce que tu retiens du personnage, mais aussi de ses succès? Alors, peut-être pour répondre à l'envers sur ta question, quand il est arrivé, quand Steve Jobs a disparu, tout le monde pariait sur la fin d'Apple. Comme si la boîte avait été construite autour d'une seule et même personne et que son charisme, etc., et la marque qu'il représente et sa manière de présenter était la recette numéro 1 de cette boîte. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, on comparait Apple déjà à une boîte de luxe dans laquelle tu aurais un créateur, tu vois, qui t'emmène à acheter ses produits. Donc, ce qui est déjà extraordinaire, c'est que ce gars qui était pas connu du grand public, en fait, et pas très charismatique non plus, hein. Largement. C'était pas Steve Jobs. Ouais. Exactement. En fait, ça montre que la boîte était particulièrement bien foutue, bien organisée, et qu'en fait, ça ne reposait pas que sur Steve Jobs. Donc, ce que je retiens surtout, c'est qu'il a réussi à construire une continuité et à nous mettre ses produits dans les mains là jusqu'à aujourd'hui. C'était quand même, je sais pas moi, il y a 20 ans, cette boîte-là, c'était des produits qui étaient quand même réservés à soit une élite, soit à des gens plutôt techie. Aujourd'hui, tout le monde a Apple, quoi. C'est ça qui est fou. Donc, ils en ont fait une marque qui se suffit en fait à elle-même, je pense. Et à chaque fois qu'ils sortent des produits, là, ces derniers temps, on t'explique que bon, c'est pas tellement mieux que les précédents, pas tellement mieux que la concurrence. Ça marche, quoi. Ce qui a toujours été d'ailleurs, puisque quand ils ont sorti les premiers iPhones, par exemple, ils avaient que 1 mégapixel dans l'appareil photo, alors qu'à l'époque Nokia avait du 5 mégapixels. Il y avait déjà de la 3G dans les autres smartphones. Il n'y avait pas de 3G, hein, c'était du Edge dans le premier iPhone. Donc ils ont jamais visé sur l'innovation, c'était sur la facilité d'interface pour le grand public, pour tout le monde. Le smartphone devenait un outil pour les non-geeks, et c'est ça qui a été fort. Je pense que justement, Tim Cook, c'est l'ère de la fonctionnalisation et de la facilitation de l'usage. Et ce que tu peux voir entre autres, c'est par exemple toutes les sauvegardes. Maintenant, tu perds ton iPhone, tu perds ton Mac. Ouais, ça c'est dingue. Ouais. Tu rallumes, tu mets ton identifiant. Il y a tout qui revient à l'identique. Ils ont tout a été mis dans le cloud, mais aussi sécurisé et fait que
tu n'y connais rien, t'as juste à remettre l'identifiant et tu retrouves tout ton environnement. T'as plusieurs ordinateurs, t'as un laptop mobile, tu as un fixe, tu peux avoir les deux qui fonctionnent exactement pareil. Tu fais copier-coller sur ton téléphone et tu fais coller sur l'ordi. Ça passe d'un device à l'autre dans une simplicité incroyable. Tu ouvres tes AirPods tout neufs, tout de suite ton téléphone te dit « Ah, tu as un nouveau truc, synchronise-le-moi ». Ça y est, en 2 clics, c'est fait. Et ça a été un des premiers grands points forts qu'il y a sous Tim Cook. Et la deuxième chose, ça a été l'accélération de la plateforme des applications. Et là, c'est là où ils ont fait un max d'argent, puisqu'en fait, le software et les applications où ils margent quasiment à 30%, et où ils ont réussi à verrouiller quand même quelque chose de très très fort, mais où tout le monde voulait être. Voilà quoi. Je pense que là-dessus, on peut pas lui enlever ça en termes de réussite. Donc il a en fait d'un truc de génie qui était ce produit un petit peu pour les élites. Il en a fait non seulement un produit grand public, mais qui est hyper cohérent dans son interconnectivité entre les produits, le cloud qui n'existait pas véritablement, le respect aussi des données de la vie privée, parce que ça c'est un truc qui est absolument génial chez Apple, c'est cette protection, et ils ont été c'est les plus vigilants sur ce point-là, quoi, sur le respect des données personnelles et des choses comme ça. Ça, c'est vrai que c'est de l'ère de Cook qu'il faut lui donner le crédit de ce truc-là. Martin, qu'est-ce que tu retiens, toi, de positif dans l'ère de Tim Cook? Moi, je retiens de positif, ça a été aussi un des seuls, ou en minima un des premiers, chez Apple en tout cas, à réussir à faire d'autres produits qui étaient les extensions de nos téléphones. Que ça, quand même, le AirPod, les AirPods en standalone, ça, c'est une boîte qui vaut 100 milliards aujourd'hui. C'est fou. L'Apple Watch, je crois que c'est la montre la plus vendue, en nombre de montres en tout cas. C'est la montre la plus vendue dans le monde. Ouais. Et ses concurrents, ils n'ont pas trop réussi. Samsung a mis longtemps à venir dans les AirPods, dans les écouteurs. Et d'ailleurs, ses concurrents, quand on regardait quand on regardait il y a 5-6 ans les GAFA, ou il y a 10 ans les GAFA, il y avait un peu l'équipe Apple avec je fais de la montre, je fais du AirPod, je fais du iPad, etc. Et d'autres qui se lançaient dans le HomePod, des choses comme ça. Et en fait, ces marchés-là n'ont jamais trop fonctionné, et Apple a pas perdu trop de plumes dans le HomePod. Ils en avaient fait un petit, je crois, mais ils ont pas perdu trop de plumes, ils ont pas investi trop d'argent, et ça fait partie de tous ces produits qui n'ont pas fonctionné. Eux, ce dans quoi ils sont allés, ça a fonctionné, et ils ont été bons. Donc sur la partie produit, je trouve qu'ils ont réussi à plutôt bien gérer ces extensions, je dirais, de l'iPhone. Et sur la partie service, très très fort ce qu'ils ont réussi sur la partie service. Moi, la moitié de mes potes sont abonnés à Apple Music ou à Apple Care ou à Apple Santé. Aux US, je crois que leur système de paiement, etc., fonctionne pas trop mal. Apple Pay, pour moi, c'est peut-être la plus grosse révolution derrière l'iPhone aujourd'hui, derrière le téléphone aujourd'hui. C'est qui paye parmi tous tes auditeurs au moins une fois par jour avec Apple Pay? Je pense 100%. Ouais. Et ça, c'est clair. Et ça, les autres téléphones l'ont moins réussi. Et sur la partie hardware aussi, il y a sur la partie aussi processeur. Il faut mettre au crédit de Tim Cook aussi, Apple Silicon. Ça a été une décision hyper. Parce qu'on dit le mec il innove pas, il prend pas de risques, etc. Mais Apple Silicon, c'était un putain de risque, quoi, en fait, de fabriquer son propre processeur et de remplacer les processeurs Intel par des processeurs Mac, qui en plus sont ultra performants et qui battent à plat de couture les processeurs sur le marché. Je sais pas moi, quand vous êtes passé au M1, je sais pas si vous êtes, c'est spectaculaire, quoi. La différence, c'est moi j'ai un Mac Studio là chez moi. C'est un avion de chasse, quoi. C'est juste hallucinant. Et aujourd'hui, à l'ère de l'IA, justement, où tu fais tourner des OpenCloud, des trucs comme ça, t'es content d'avoir des processeurs comme ça sur ton bureau, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est spectaculaire. Tu touches un point important. Alors déjà, c'est fantastique d'avoir... alors moi, j'ai été diplômé en microélectronique à mon époque. Donc, c'est un sujet que je connais bien. C'est incroyable d'avoir réussi à reconstruire de zéro et d'avoir réussi à attirer des talents. C'est vraiment des spécialités très particulières. Pour être capable de refaire de zéro un processeur. Il y a très peu d'entreprises, en fait, qui savent faire ça. Donc, tu as Google aujourd'hui,
qui d'ailleurs équipe certains de ses smartphones également, un tout petit peu Samsung, mais qui se repose quand même sur des technologies de Qualcomm, si j'ai bien compris l'histoire. Et en fait, Apple a vraiment équipé 100% de ses produits, là, ces dernières années, avec ces processeurs qui, effectivement, bon, alors, chauffent pas trop, sont plus performants, etc., etc. Et quand tu disais qu'il y a un retard sur l'IA, j'entends effectivement aujourd'hui, Apple te fournit pas directement une capacité qui est au niveau de c'est nul à chier, quoi. Tu vas chercher. T'es gentil, si on c'est nul. Si tu veux, avec leur identité, avec la problématique de la privacy. Aujourd'hui, il y a trop rien qui tourne bien facilement, de toute façon, sur des petits processeurs, mais on n'est pas loin. Et je pense qu'ils vont être parmi les premiers. Moi, j'ai déjà fait tourner des petits modèles sur iPhone. En fait, ça tourne. Alors, c'est peut-être pas encore suffisamment performant, mais tu vois, on n'est pas loin de pouvoir embarquer là dans les mois qui viennent des modèles directement sur ton téléphone qui vont traiter tes datas qui ne sortiront pas de ton téléphone. Et on en a besoin absolument de ça. Bah, c'est énorme. Et tu sais pas si c'est dans la montre qu'il faudra le mettre, dans les lunettes ou dans le téléphone, mais ils ont tout. Donc, moi, je pense je pense qu'ils n'ont pas besoin de créer leur propre modèle, parce que c'est ça, leur restart qu'ils ont pris là va peut-être être un énorme avantage, parce qu'on voit que les LLM sont absolument en train de se commoditiser et qui n'ont pas besoin finalement de créer leur LLM. Ils peuvent juste être un distributeur de ces solutions et de choisir la bonne solution et de l'intégrer. Sauf que l'intégration, pour l'instant, on la voit pas, quoi. Et l'open source, ouais, exactement. Open source, etc. Et d'intégrer ça dans les produits Apple. D'ailleurs, c'est intéressant. Le John Ternus qu'ils mettent, là, c'est un mec de hardware, quoi. C'est pas un mec de software. Ils ont pas choisi un mec de software, hein. Ils ont choisi un mec de hardware, Fanny. C'est clairement, il passe, tu vois, d'un CEO opération et service à un CEO produit et engineering, et clairement avec ce savoir-faire sur potentiellement l'intégration de l'IA sur le hardware. Et donc là, c'est une des forces, et on rebascule vers cette partie-là. Et c'est le bon gars pour le faire, parce qu'en plus, c'est quelqu'un du sérail d'Apple. Il est rentré, je crois, stagiaire Super dans la boîte. chez Apple. 25 Super ans respecté. dans la boîte. Il a été sur des produits phares. Donc, il a cette bonne connaissance. Et en plus, ça va être un jeune CEO. Il a que 50 ans, donc ça veut dire qu'il va pouvoir durer un certain temps. Ouais, tu vois, il a encore de la marge pour durer. Mais clairement, vu son statut, le choix est stratégique sur le retard sur l'IA et sur justement remettre un peu, réaccélérer sur le hardware. Alors les échecs, on est obligé d'en parler parce qu'il y en a aussi. Il y a eu pas mal de ratés aussi pendant l'ère de Cook. Celui auquel on pense immédiatement, c'est le projet Titan, d'abord. Ça c'est. Alors là, c'est quand même la grosse boulette, quoi. 10 milliards de dollars. On attendait que Apple sorte une voiture autonome. Résultat, rien, zéro, pas de voiture. Ils sont même pas arrivés au stade du prototype. Le projet a été annulé en 2024. Oui, Google y est, quoi. Tesla y est. On voit plein de petits acteurs. Et là-dessus, ils se sont dit, encore une fois, tu vois, il y a beaucoup de trucs comme ça, comme vous dites, où c'est ouais, mais au final, c'est peut-être pas notre boulot. Mais au final, on se demande, oui, mais ok, mais à un moment, il va quand même falloir faire un truc, quoi. Tu vois, un truc qui sorte de l'iPhone, parce qu'on en est à quoi, l'iPhone 17 là, ou l'iPhone 18, je sais pas. Quand un iPhone sort, ça crée pas un moment de rupture dans la tête des gens. On n'est plus dans les files d'attente qu'il y avait au départ, etc. Donc on a besoin d'un autre truc comme ça. Le Vision Pro, c'est pareil. 3500 $, flop total. C'est super impressionnant. Moi, je l'ai essayé, mais après l'avoir essayé, je l'ai foutu dans un placard et je l'utilise plus. Je sais pas si vous avez une Vision Pro, mais j'ai perdu 3500 $, quoi. En gros, c'est ça ce que je me suis dit. Pour moi, le Vision Pro, c'est 3500 $ de foutu en l'air. Pour t'avouer, je l'ai même pas acheté. Je suis même pas allée le tester. C'est bien la première fois que j'ai pas essayé des lunettes ou un casque de réalité augmentée, tellement j'y croyais pas. Et Dieu sait que pourtant j'en ai testé des produits Apple, mais là, je suis passé devant les boutiques. Et alors Siri, alors là, c'est vraiment le truc le plus, c'est même gênant, quoi. Siri et tout le comment dire, c'était le HomeKit, toute la gestion de l'IoT et qui est en train de se casser la figure chez tous les concurrents d'ailleurs aussi, mais en effet, ils ont pas du tout réussi à convertir cette partie-là de l'intelligence artificielle et de la gestion des objets connectés dans la maison.
Mais le Siri, pareil, d'ailleurs, personne n'a trop réussi, chez les concurrents. Personne n'a trop réussi cette vague Siri-like. Ils ont plutôt échoué là où d'autres ont échoué. Et pareil sur le Vision Pro. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais l'Oculus n'est pas non plus une réussite incroyable de la part de Facebook. Alors il paraît que les lunettes Meta, pour le coup, en termes de vente sont bien, mais le gros sujet c'est quand même la rétention. Et pour l'instant, on n'a pas trop d'infos, c'est quand même trop récent. Et ouais, les lunettes Meta, c'est un marqueur social. C'est-à-dire, c'est de montrer que t'es un geek à tout le monde, parce que tout le monde les a achetés, tout le monde les a sur le bout du nez. Mais personne se sert des fonctions AI parce que Meta AI, c'est à la hauteur effectivement de Siri. Quand tu as Meta AI qui se déclenche, que ce soit dans WhatsApp ou sur tes lunettes, t'es là, tu cherches le bouton off. C'est le premier truc que tu cherches généralement, quoi. C'est donc non, c'est en termes d'usage, je suis pas certain que ça soit super développé, quoi. Ça c'est clair. Ou alors, est-ce qu'ils ont un play qui est le play de Samsung en ce moment que je trouve assez passionnant, que personne, en tout cas moi j'avais pas du tout vu venir, et que tout ce que je lis peu avait vu venir, c'est de se dire en fait la boîte qui fera le plus gros EBITDA du monde demain, c'est une boîte de chips, et cette année elle va peut-être s'appeler Samsung, qui vise 100 milliards de résultats nets, voire 150 milliards de résultats nets. Apple fait pas 150 milliards de résultats nets ou tout juste. Et une grosse partie étant évidemment grâce à leur division de chips. Est-ce que Apple se dit en fait on prend beaucoup d'avance là-dedans, on investit beaucoup là-dedans, et demain ce qu'on fait en interne, on aura une division chips qui sera vendue et des produits qui seront vendus ailleurs. J'en sais rien, mais est-ce que c'est ce play-là Bon alors qu'est-ce qui attend John Ternus chez Apple? Là, il a jusqu'à septembre pour se préparer. Il a du pain sur la planche, le père Ternus. Donc 5 défis majeurs pour lui. Alors le premier, ça va être la Chine quand même, parce que on rappelle que 80% des iPhones sont fabriqués en Chine, et 25% du chiffre d'affaires vient de là-bas. Et la relation géopolitique entre la Chine et les États-Unis, on peut pas dire que ce soit au beau fixe, et que si la Chine a comme idée d'envahir Taïwan, les exportations de puces et Apple risquent d'être paralysées. Et là, je veux bien, le mec est top, il vient du hardware et de l'engineering, mais là, on parle de géopolitique. Et là, d'ailleurs, Tim Cook avait été super bon là-dessus, c'est-à-dire que Tim Cook a été un très fin stratège sur un plan géopolitique. Il a construit un empire en Chine, des relations, il a optimisé ses relations avec l'État chinois, à tel point que d'ailleurs, quand Trump a besoin de dialoguer avec la Chine, il s'adresse souvent, et quand il a besoin de conseils, il s'adresse d'ailleurs à Tim Cook. Ils ont une relation assez proche, les deux ensemble. Et ça va lui retomber dans son escarcelle, un petit peu compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'on se rappelle, Tim Cook avait offert à Trump un très beau trophée, parce que Trump, il adore... il adore les médailles. D'ailleurs, putain, mais donnez-lui le prix Nobel de la paix, qu'on en finisse, quoi, en fait, parce que, sincèrement, nous, ici, on n'en peut plus, aussi, aux États-Unis. Et Tim Cook lui avait offert un trophée du meilleur président du monde, avec un socle en or 24 carats. Et d'ailleurs, un Trump qui a réagi j'en peux plus. Nous, c'est tous les jours. C'est difficile, mais un Trump qui a réagi... Voilà, j'ai un peu parce que là, il y a eu encore une énième tentative d'assassinat de Trump ce week-end, donc je sais pas si vous avez vu les images, mais c'était assez terrible. Mais Trump a réagi au départ de Tim, et alors son post, là je le montre, c'était sur Truth Social, il vaut son pesant de cacahuètes. Il explique qu'en gros c'est Tim m'appelait. Pas trop, mais jamais trop souvent. Alors le style d'ailleurs littéraire des posts de Truth Social sont dignes d'un élève de CE2. Je l'aidais quand je pouvais. La première fois qu'il m'a appelé, j'étais très impressionné d'être appelé par le patron d'Apple, qui venait en gros me lécher les bottes, de kiss my ass dans le texte, tu vois. Et en gros, il nous explique que c'est un super entrepreneur, Tim Cook, mais que tout ce qu'il a réussi, c'est quand même grâce à Trump. C'est lui qui l'a quand même beaucoup aidé et qui lui a sauvé la mise plusieurs fois, notamment avec la Chine, et qu'il a fait des trucs sans les expliquer. Il a fait des trucs super compliqués pour Tim Cook, et que Apple s'en est sorti grâce à lui.
Et donc voilà, donc sur ces sujets-là, alors d'ailleurs, hein, Tim Cook va rester chairman of the board, et je pense que c'est lui qui va continuer à faire le service après-vente avec les Trump et la Chine et toutes les questions géopolitiques, hein, d'ailleurs. Les questions géopolitiques d'une part, mais après, il faut voir que, tu vois, tu mentionnais l'échec dans l'automobile, ou en tout cas le manque de volonté d'y aller. En Chine, en fait, il y a des marques qui sont en train de tout faire, absolument tout. Tu vois, des Xiaomi, TCL, Hisense, Huawei ou Dreamy, ils sortent des catégories de produits tous les trimestres. Et un Xiaomi, il fait de la voiture et il te fait tout, en fait, ton téléphone, J'ai un peu l'impression que le gros challenge, en fait, c'est d'arriver à rester compétitif par rapport à des écosystèmes domotiques et plus qui vont t'apporter, en fait, un agressif. Service. Exactement. Ouais. Et pour l'instant, tout n'est pas exporté, hein, la plupart des produits. Mais tu vois, un Dreamy, par exemple, qui a attaqué l'Europe de manière un peu... C'est quoi, Dreamy? Tu vois pas? Non, on n'a pas ça, non. Vous n'avez pas AI Overview, nous on n'a pas de Dreamy. Hein, c'est vrai. Écoute, ils font tout, on n'a des pas aspirateurs automatiques, des sèche-cheveux, tout ce que tu veux. Tout est connecté, tout est machin, ça marche vachement bien. C'est pas si cher que ça. Tu connectes ton aspirateur avec ton sèche-cheveux, c'est quoi le principe? Regardez la famille. Ah, ça marche super bien. Ok. Okay. Tu pousses la poussière d'un côté, et de l'autre côté tu l'aspires. D'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des boîtes, en fait, qui savent faire de l'électronique, tu vois, dans tous les domaines. Et encore une fois, Xiaomi qui fait des voitures. Et en fait, il commence à y avoir un savoir-faire. Apple fait pas de voiture, hein, ça c'est sûr. Et probablement aidé par de l'AI aussi, hein, de faire d'aujourd'hui du hardware, c'est de faire beaucoup d'AI pour s'aider à designer. Et tu as un savoir-faire qui leur permet d'aller sur toutes les catégories de produits. Et je pense que il y a quand même une certaine lenteur, tu vois, à Apple à être capable de lancer des nouveaux verticaux qui n'existent pas ailleurs et sur des prix qui sont hyper compétitifs. Donc je pense que ça m'étonne pas, si tu veux, que ce soit quelqu'un qui vienne du hardware, qui prenne la tête, parce qu'il y a un vrai challenge, et éventuellement de réindustrialisation dont tu parlais aux États-Unis ou ailleurs, mais aussi d'être capable d'aller sur des autres verticaux. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Qu'est-ce que vous voyez? On fait un dernier tour de table, Fanny, et ensuite Martin, sur le futur de Apple. Vous pensez que ça va se passer où? Là, pour l'instant, de toute façon, pendant un an ou deux, il va finir de dérouler la roadmap. Donc, on a l'iPhone pliant qui arrive. On a en effet potentiellement arrivé à rebouger des chaînes industrielles aux États-Unis ou dans d'autres endroits du monde que la Chine. Mais je pense que oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le gros sujet là, c'est l'intégration de l'IA, parce que c'est le sujet du moment où ils ne sont pas et où ils ont besoin pour que leurs produits continuent à être attractifs. Et donc c'est là où il va devoir s'atteler, je pense, ce nouveau CEO. Martin, ton point de vue? Intégration IA aussi, c'est le gros sujet pour toi? Ouais, mais je pense plutôt, oui, c'est lié à l'IA, mais c'est surtout de quoi on a besoin comme téléphone demain pour vraiment exploiter au maximum tous les outils d'IA et modèles d'IA qui existent. Donc, je pense, quel sera le téléphone de demain, qui objectivement n'a pas bougé depuis 20 ans, si ce n'est que les touches physiques sont passées en digital et qu'on a eu des apps, mais en tout cas, le téléphone en tant que tel a pas tant bougé. Ça se trouve, dans 20 ans, on se dira, waouh, un téléphone avec un écran, qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Donc, je pense que il y a le téléphone de demain. Il y a ce gros sujet d'ordinateur aussi pour moi, où je trouve que c'est encore pire sur l'ordinateur, qui a quasiment pas bougé depuis 15 ans. C'est un clavier, c'est un seul écran. Et pour le coup, le Vision Pro était un peu une façon de se dire, là, on voit un peu l'ordinateur de demain. Clavier, ouais. Sortir du clavier et ça, je sais pas du tout vers quoi on va, mais je pense que ça peut être un de leurs défis. Par contre, moi, je pense que le défi, il est plus important ici pour eux que sur d'autres produits. Moi, je pense que pour une boîte comme Apple, réussir à faire plus 10, plus 15, plus 20% sur ses ventes de téléphones, même si c'est des nouvelles générations, ou de Mac, les montants sont tellement énormes qu'en fait, avant d'aller chercher, alors non, c'est plutôt que ça a beaucoup plus de valeur pour eux de se dire, on est expert du téléphone depuis 20 ans et on sera les premiers à créer le téléphone de demain, plutôt que de se dire, on va demain réussir aussi dans la voiture électrique, on va aussi réussir dans d'autres produits. Donc moi je pense plutôt qu'ils ont 4-5 produits phares, dans lesquels je rajouterais les montres et les AirPods, et de se dire, demain on écoutera toujours de la musique, on aura toujours besoin de regarder sur notre heure, et puis on pourra parler à nos potes via notre téléphone, et donc est-ce que l'interface aura changé, quoi. Et là ils sont en première ligne pour trouver l'interface, ces 4-5 interfaces de demain.
Il y a aussi Johnny Ive, qui est l'ancien designer légendaire d'Apple, qui maintenant est chez OpenAI et qui lui aussi réfléchit à ce nouveau matériel, ce nouveau téléphone. Ils sont en train d'y bosser chez OpenAI. Alors autant le bot porno, ça ils l'ont abandonné, mais le projet de hardware chez OpenAI, visiblement, il est toujours d'actualité et la menace, elle peut venir aussi d'un acteur comme ça sur ces sujets-là. Mais c'est pas facile pour l'instant. Je sais pas, vous aviez testé le Rabbit R1 de nos amis qui devait. C'était le début, mais et où le deuxième là, il y avait je sais plus le nom de la boîte, mais Omi, quelque chose comme ça, qui avait testé aussi une sorte de téléphone nouvelle génération avec un petit pendentif ou je ne sais quoi, et puis il voyait nos doigts. HumanAI. Et Humani, c'était ça, t'as Friends, t'as tout un tas de petits. Pour l'instant. Au-delà du fait que ça se déploie pas, ça s'arrête juste complètement parce que c'est nul, quoi. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on le voit bien aujourd'hui avec justement les cowork et la fonction dispatch, par exemple, de Claude là en ce moment, cette relation qu'on a avec le matériel qui est en train de complètement se dématérialiser du sens de, effectivement, plus besoin du clavier, voire même de l'écran. On peut dialoguer avec nos agents qui, eux, prennent la main sur l'ordinateur et font les tâches à notre place. Ça, c'est assez impressionnant et je pense que c'est ça le futur. Et moi, je suis très enthousiaste à cette idée-là. Il y avait un mec qui disait, si un alien arrivait sur Terre et qui nous regardait travailler, il verrait des gens passer 12 heures par jour à taper sur un clavier. Ça lui paraîtrait complètement taré. Et on s'est complètement aliéné. Soit, et quand on tape pas sur un clavier, on est en train de scroller sur nos téléphones, ce qui est complètement con. Et je pense que là, il y a vraiment des enjeux super intéressants à réinventer dans les usages et c'est vrai que pour l'instant ceux qui promettent et qui font des choses intéressantes, c'est plutôt les Claude et les autres quoi là-dessus quoi. C'est donc ouais. Et puis l'étape suivante et on va revenir encore on va revenir à Musk et à Neuralink où tu n'auras plus besoin de clavier ni rien parce que de toute façon tu vas voir via ton cerveau sans même passer par tes yeux les infos et après. Ça on n'y est pas encore. Mais c'est la direction vers laquelle on va. C'est quand même là où il veut aller et c'est pas le seul. On commence à en voir d'autres qui commencent à investir sérieusement sur le sujet donc. Mais le problème, c'est qu'on aura toujours envie d'aller scroller sur TikTok. Et c'est pour ça qu'in fine, en fait, on aura toujours besoin de scrolleras à l'intérieur de ton cerveau, plus personne ne verra. T'auras plus l'écran dans les mains. Moi, je pense que c'est un gros sujet. Sur le téléphone IA, il y a un gros sujet en fait, l'usage des gens, il est pas que, on n'utilise pas un téléphone que pour être efficace, productif et opérationnel. On l'utilise aussi pour regarder une petite vidéo YouTube et un peu de TikTok. Beaucoup. Ouais. Et donc ça, pour l'instant, est-ce qu'on peut se passer d'un téléphone comme aujourd'hui? Est-ce qu'on s'en passera? Peut-être jamais. Peut-être qu'en fait... Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur tout ce qui se passe ici dans la Silicon Valley cette semaine. C'est riche, il s'est passé plein de trucs encore. Samedi, un festin et on revient avec des news sur la Silicon Valley dès la semaine prochaine. Allez, on vous embrasse. Hasta luego amigos, bye bye.